Salut à toutes et à tous, nous sommes en décembre 2023 et vous êtes bien sur le flux RSS de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à la culture pop, voire bis, aux musiques qui s'écoutent les potards tournés jusqu'à 11 et bien évidemment à l'univers de la planète des singes. Je suis le Dr Zaius et aujourd'hui je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie de Winnie Taniguchi du label Galaxy Pop et entre autres du podcast Mana et Plasma. Comment ça va Winnie ? Ça va très bien. Alors, est-ce que tu veux être mon ami ? Oui. Alors, maintenant tu peux m'appeler Danny alors, puisque t'es mon ami. Ah, d'accord. Bon, alors, on va t'appeler Danny. Danny, a.k.a. Winnie. Le mec chiant. Bon, alors, on va expliquer quand même ta présence et pourquoi je suis pas tout seul. Parce que ce soir, on reprend un format qui avait été initié il y a pas mal de temps déjà, avec Dame d'écoute ça, avec lequel on avait enregistré un épisode 0 qui était consacré au roman de Pierre Boulle. Donc, officiellement, on est dans le numéro 1 d'un format qui s'appelle La planète des singes est à vous. Et donc, Danny, c'est toi le numéro 1. Je ne suis pas un numéro, je suis un être libre. Donc, pourquoi on est là ? Eh ben, je suis là pour te laisser le micro, parce que tu es un grand fan de science-fiction et de mondes imaginaires, hein, on va dire ça. Et donc, bien évidemment, tu aimes la planète des singes, et je suis là pour te laisser le micro, pour que, pour une fois, ce soit pas que moi qui parle. Feignant. Mais voilà, t'as parfaitement compris. J'ai besoin de remplir un peu mon flux RSS en faisant bosser les copines et les copains. Je vais te remplir ton flux, hein. Bon, ça va, ça commence très fort, ça commence sur les chapeaux de roue. Donc, est-ce que tu veux te présenter quand même vite fait, mon cher Danny ? Résumer un peu tes activités, parce que j'ai simplement dit Galaxy Pop et Mana et Plasma, mais tu fais beaucoup plus de trucs que ça, non ? En fait, ça fait 5 ans que je m'éclate à expérimenter des tas de formes de balado-diffusion. Et donc, effectivement, dans le label Galaxy Pop, j'ai pas mal de formats différents parce que j'aime bien essayer. On en a plusieurs qui concernent la science-fiction, dont un qui s'appelle Souvenir de l'avenir du futur, qui parle d'une époque, justement, où on avait... pas des masses de science-fiction à se mettre sous la dent, et notamment la planète des singes. Mais sinon, chez Mana et Plasma, on a un collectif, et on est plein de gens qui aiment parler de toutes sortes de choses dans l'imaginaire, pas que la science-fiction. Et donc, voilà, moi je suis un expérimentateur de podcast, et j'adore, comme toi, donner la parole aux autres. J'adore ça. Bon, moi, j'ai un peu tendance à manger le micro, mais... Même quand j'invite des gens, il n'y a que moi qui parle. Je serai sage, je te laisserai parler. Non, podcast. justement, non. Non, mais alors, on va commencer peut-être par le commencement. Oui. Est-ce que tu te rappelles comment tu as découvert l'univers de la planète des singes ? Par quel biais t'es rentré dans cette saga ? Eh ben, malheureusement, je l'ai pas vu. J'ai vu beaucoup de choses en salle à une époque que les moins de ans peuvent pas connaître. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas découvert la planète des singes au cinéma. J'étais trop petit. Par contre, je l'ai vu à la télé, justement, notamment dans cette émission L'Avenir du Futur, qui était une émission consacrée à la science-fiction et qui avait un débat aussi à la fin, c'est ça qui est super rigolo. Mais je me souviens que ça me terrifiait. Mais vraiment, j'ai des sentiments qui remontent à chaque fois que je parle de la planète des singes, de terreur. Pour moi, c'était vraiment la quintessence du film angoissant. Et par contre, ce que j'ai aimé, c'était la série. Et il y a un détail de la série qui m'a marqué, c'était le laserdisc, qui était une archive qu'il découvre dans un des épisodes. Et quand le laserdisc est vraiment arrivé sur le marché, le laserdisc vidéo, ah mais ça y est, j'étais dans la planète des singes, j'ai couru, mon premier 13e mois y est passé dans un lecteur Philips de laserdisc, et j'espérais avoir la trilogie, que je n'ai jamais eue d'ailleurs, en laserdisc, j'ai jamais eu. Sur le film de 68, il est sorti en laserdisc. Certainement. Donc je pense que les suites, donc là on parle de la saga classique. Oui, la saga classique, bien sûr. Voilà, le film de 68, donc les suites de 70, 71, 72 et 73. Là, j'étais trop jeune. Et je
pense que ça a dû sortir en laserdisc, mais j'en mettrai pas. Tu vois, ça c'est un des rares trucs que j'ai pas trop exploré finalement, parce que moi je les ai en VHS, je les ai en DVD, je les ai en Blu-ray, mais laserdisc, bah c'est une technologie que j'ai jamais eue, même si j'ai vu quand même des trucs en laserdisc, c'était une sacrée technologie pour l'époque. Ouais, c'était terrible. Déjà au niveau du son, c'était extraordinaire. L'image était bien meilleure qu'une VHS. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont sorties en laserdisc où il y avait des bonus que t'as toujours pas. Parfois, il y a encore une vraie plus-value à avoir le laserdisc parce qu'il y a des bonus qui n'existent que dans ce format-là. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu de laserdisc, mais mon père, il avait un collègue qu'on avait un et qui était hyper sympa de temps en temps pendant les vacances scolaires, il me le prêtait. Wow. J'ai découvert C'est arrivé près de chez vous en laserdisc. T'imagines? Oui, c'est pas forcément le format extraordinaire. C'est vrai que là, on cherche pas la qualité là pour le coup. Ouais, et ça je l'ai découvert en laserdisc. Je me rappelle aussi, il avait Jurassic Park en laserdisc. Ah là, je l'avais vu aussi. Là, je l'avais vu au cinéma, mais de le revoir comme ça, c'était. Ça défonce. Quand bien même je n'en ai jamais eu, franchement, il était vraiment sympa parce que pour nous prêter, ça coûtait un bras quand même. Ouais. Mais je sais pas, il m'aimait bien et du coup, de temps en temps, il me le prêtait. Vous savez, pendant les vacances scolaires, il me le prêtait comme ça, je pouvais, avec sa collègue je pense, il me les prêtait pas tous, mais avec une petite sélection à chaque fois de laserdisc. Mais là, on parle plus du tout de la planète des singes. Je suis en train de faire ce que j'avais dit que je ferais pas. T'es vilain. C'est-à-dire monopoliser la parole. Non, mais c'est normal. On partage des souvenirs. On est là pour partager de la culture et les souvenirs qui vont avec, c'est normal. Mais pour te dire l'histoire du laserdisc dans la planète des singes, ça m'avait vraiment marqué. Et c'est un des films donc que j'ai vu beaucoup plus tard, parce que je suis de 67, donc tu vois, j'étais trop jeune, que j'ai vu beaucoup plus tard, mais j'ai vu trop tôt, ça c'est sûr. Parce que j'ai... Attends, juste pour reprendre, donc tu as découvert, donc quand tu disais la série, on va juste recontextualiser. La série télé, donc qui date de 1974, donc qui sort un an après le 5e film. Donc toi, tu as commencé par la série télé, tu penses? Non, je pense pas, mais j'ai dû voir une rediffusion de la série télé. Je l'ai pas vue en 74. Oui, non, ça je me doute bien. Oui. Mon épouse aussi se souvient beaucoup de la série télé. On a un souvenir nostalgique. Peut-être que si on la revoit maintenant, ça serait une autre affaire, mais on a vraiment un souvenir nostalgique de ces pauvres 8 épisodes qui ont été sûrement... Il y en a 14. 14. Alors, on n'a pas dû voir tous les épisodes, mais c'était sympa. Et le post-apo m'est venu notamment de quelques films, bizarrement des péplums, mais ça c'est une autre histoire. Mais le post-apo, pour moi, il vient de la planète des singes et de ce twist final, et puis de la bataille de la planète des singes, de tout ça, tous ces films où on voit l'effondrement et voilà. Donc c'est pour ça que c'est difficile, la nouvelle trilogie. C'est plus difficile parce que c'est trop beau, c'est trop propre, ça laisse moins la place à l'imagination, ça montre trop de choses, malheureusement pour moi. On part peut-être déjà loin. Ah bah oui, on va vite. Hein. Bon bah ça y est, c'est fini. Allez hop là, fallait arriver avant. Hein. Non, donc ouais, il y a donc d'abord, tu penses quand même d'abord le film, la série télé et le roman de Pierre Boulle. Ah ça, je l'ai étudié à l'école. Ça, c'est pas mal. J'avais vu le premier film, mais pas les autres. Et j'ai apprécié la différence entre les deux. C'est vraiment très, très différent. J'ai étudié ça au collège. Donc, c'est pas mal comme littérature. En plus, ça se lit très facilement pour un enfant. Je le conseille, honnêtement. Mais puis, il est court. Hein. Si j'ai mémoire, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Hein. Ça se lit très vite. Ouais. Non, c'est un bon livre pour jeunes ados. 14 ans, moi je pense que c'est l'âge aussi auquel je l'ai lu, et je pense que c'est l'âge parfait pour le lire. Ouais. Bien évidemment, il faut être amateur un minimum de SF, même si c'est pas du tout de la hard SF. On est comment dire, on est plus proche du merveilleux scientifique. Mais quand même, il y a des notions de relativité. C'était de la RDSF de l'époque, parce que c'était osé quand même à cette époque-là. Mais je trouve que c'est assez vite expédié l'aspect scientifique.
si tu compares aux romans anglo-saxons de la même époque, ils se prenaient un peu plus la tête dans des détails scientifiques qui souvent sont pas hyper passionnants d'ailleurs. Enfin, de mon point de vue, hein, de lecteur adolescent. Même si tu compares, si on veut rester dans la veine française, si tu compares à un Jules Verne qui allait essayer un peu de se prendre la tête à tout expliquer, etc., pour qu'il y ait une impression de véracité dans ses romans. Chez Pierre Boulle, on est quand même plus dans le conte philosophique. Enfin, l'aspect SF est quand même assez vite expédié, je trouve. Ce qui est pas du tout, c'est pas du tout une critique de ma part. Hein. Non. C'est un roman darwinien en fait, qui parle d'évolution des espèces en fonction des catastrophes qui peuvent amener l'une ou l'autre des espèces à dominer le monde tout bêtement. C'est un roman darwinien. Donc ok, alors ça, voilà, on a la découverte, on va dire, voilà, fin de l'enfance, adolescence, en gros, c'est ça. Oui. Bon, alors on fait un peu un saut dans le temps. Tu les as quand même vus au cinéma, c'est ça ? Non. C'est ce que j'ai vu au cinéma, c'est la dernière trilogie. J'ai vu le Tim Burton qui m'a un petit peu refroidi. Mais non, alors j'aimerais bien une revision des films de la série classique, enfin pas la série, je m'en mêle là, mais la saga classique. J'aimerais bien les revoir en grand écran avec une copie correcte et un beau son, parce que c'est pas la même chose que même avec un Blu-ray et un très grand écran, c'est pas la même chose. La Cinémathèque française l'avait fait, mais je trouve enfin, j'y avais pas été. J'y avais pas été pour une raison très simple, c'est que ils avaient fait une nuit Planète des Singes, mais qui commençait à 21h30. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible. Bah et les nuits blanches, je peux plus. En plus des nuits blanches à la Cinémathèque, j'en ai fait pas mal, parce que j'allais. Alors, avant que ça s'appelle les nuits Nanarland, moi, j'ai fait plusieurs nuits excentriques. Oui. Et en fait, tu sais qu'à un moment, t'arrives à un âge où tu te dis, les nuits blanches, c'est plus possible. Et je mets 2 semaines à m'en remettre d'une nuit blanche, et donc et puis ça tombait à un moment où ça tombait pas bien du tout, donc j'y avais pas été. Parce que vraiment, c'était un moment où je pouvais pas me permettre de faire une nuit blanche, mais j'ai trouvé ça vraiment débile de dire, mais pourquoi, tu sais, faites un truc qui commence à 10h du matin. Toi, tu commences à 10h du matin, comme ça. Ils ont fait ça pour Star Trek. Lloyd Cherry, il a fait ça au Club de l'Étoile à Paris. Et il avait fait une journée Star Trek carrément. Donc ça, c'est très bien. Ouais, parce que tu vois, je m'étais dit, attends, tu commences à 21h30. C'est gâché. Déjà, le premier film, il fait presque 2 heures, tu veux dire, tu vas attaquer. Puis il va y avoir des pauses entre chaque film, tu dis que tu vas attaquer le deuxième, il sera presque minuit. Et du coup, j'y avais pas été. D'ailleurs, s'il y a des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent, qui eux y étaient à cette nuit organisée par la Cinémathèque française, ça m'intéresserait de savoir, d'avoir des retours. Est-ce qu'il y a eu du monde Bon, en tout cas, moi, le film de 68, je l'ai vu plusieurs fois sur grand écran. Ah ouais, c'est bien. J'ai eu cette chance-là, mais les suites, jamais. Mais voilà, ouais, ça c'est un truc qui manque. Oui, puis comme toi, hein, j'ai vu le Tim Burton au cinéma et t'y allais avec quelles attentes, si tu t'en rappelles, hein, quand t'es allé voir le remake de Tim Burton. En fait, le seul truc, j'y allais avec l'attente de voir un reboot. J'en attendais pas non plus des tonnes de trucs, mais c'est Tim Burton, quoi. Il nous avait jamais déçus autrefois. Et il avait, je sais plus, je pense que c'était après Mars Attack. Mars Attack, ça suit Independence Day, donc c'est 1996, je crois. Donc, tu vois, tu te dis, c'est pas possible. Tim Burton peut pas faire une daube. Je dis pas que c'est une daube, il a des tas de qualités, mais il était inutile, un reboot inutile. Et le seul truc que j'ai trouvé sympa, c'est la fin, puisque la fin, c'est la fin du film du livre de Pierre Boulle. C'est ça qui est rigolo. Ah là, attention. Quoi ? Si tu dis ça, tu vas faire grincer des dents. Pourquoi ? Les fans de la Planète des Singes. Ça n'est pas la fin du roman de Pierre Boulle. Non. À la fin, ils atterrissent sur la Terre et il y a un colonel simien qui les accueille dans une Jeep. Et là, il voit effectivement la statue, mais c'est un peu la même allégorie. Quand même. Ouais, mais sauf que, alors, déjà, pour moi, il y a un truc. J'ai toujours pas traité le film de Tim Burton. Je l'ai revu il y a pas très longtemps. Ouais. Alors. Et ça faisait au moins 20 ans que je ne l'avais pas vu. Écoute, je réserve mes impressions pour un épisode. Mais non, mais alors, ça mériterait. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de la Planète des Singes qui ont des réactions presque ulcérées quand on leur dit que le film de Tim Burton c'est la même fin que le roman, qui disent non.
ça n'est pas la fin du roman de Pierre Boulle. Parce que le roman de Pierre Boulle se termine pas comme ça. Il y a encore un truc après. Oui, Tim Burton, il a dû couper aussi, mais je pense qu'il a voulu quand même plus se raccrocher au roman que la saga. Clairement, de 68. oui. Déjà, ce qui lui manquait, il lui manquait le twist final. Et ça, il lui manquait un twist final. Donc là, au moins, il en a un. Alors, en vrai, là, je fais mon pinailleur parce que moi aussi, cette fin, je trouve qu'elle mérite d'être un peu sauvée, même si je pense qu'elle est quand même maladroite. Mais ça mériterait d'être décortiqué, et même moi, mon avis est pas encore complètement fait à ce sujet. Donc, ça mériterait presque un mini-épisode à lui tout seul. Ah oui, c'est clair. Sur la fin du film de Tim Oh Burton. là, oh là, oh là. Tu vas devenir vraiment le podcast officiel, même mondial. Non, mais sache que quand on parle de la fin du film de Tim Burton avec un fan de la planète des singes, il faut marcher sur des œufs. Bah désolé, je m'excuse auprès d'eux et d'elle. moi, sur le moment, je me suis dit, ah tiens, c'est ça ressemble au bouquin. Oui, moi aussi, je te rassure, moi aussi, c'est ce que j'avais pensé. Mais un peu, tu sais que c'est rigolo, parce que je me rappelle vraiment très bien de quand j'ai assisté à cette projection du film de Tim Burton. Je me rappelle avec qui j'étais et d'avoir dit, juste avant que ça commence, j'ai dit, en même temps, c'est mon film préféré qui est remaké par un de mes réalisateurs préférés. À mon avis, je ne peux être que déçu. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et puis, je dois reconnaître que après ça, il n'y a pas grand-chose qu'a fait Tim Burton qu'a trouvé grâce à mes yeux. Alors que jusque-là, pour moi, jusqu'à La planète des singes, j'ai fait un parcours sans faute. Oui. Il y a plein de choses à dire de toute façon, il y a plein de choses à dire sur la... Parce que officiellement, c'est pas un remake, c'est la version réimaginée. C'est ça. Voilà, donc il y a plein de choses à en dire, mais ça, je me réserve pour. Il y a bien un jour. Oui, garde-toi un bel épisode. Je pensais que tu l'avais déjà fait, honnêtement, l'épisode. Non, parce que. Alors, je l'ai parfait justement parce que. Donc, je l'ai vu une fois au cinéma et je l'avais rematé une fois quelques années après, histoire de me refaire une opinion. Et donc là, je l'ai rematé, donc je ne l'ai vu que 3 fois en tout, ce qui est ah oui, non, il va falloir extrêmement que tu... peu. Extrêmement peu. Il va être très bien bossé, ton épisode, j'imagine. Tu vas nous soulever des anecdotes à la 24 FPS de Draven. Ouais, ça... Ouais, t'inquiète, j'en ai déjà plein, des trucs, ouais. j'en ai déjà plein, mais là, ouais, je vais peut-être me concentrer sur autre chose, mais on n'est pas en train de faire mon interview à moi, on est en train de faire ton interview à toi. Je te pointe du doigt, je sais pas si tu vois sur la webcam. Et si, je vois. Par contre, les auditeurs et les auditrices ne le voient pas. Mais ils le sentent que tu ils sentent mon doigt acquisiteur. Ils sentent ton doigt. Et que je te fais les gros yeux. Oh là là. Donc toi, ouais, la dernière trilogie, elle trouve pas complètement grâce à tes yeux, c'est ça? Oui, c'est très bien au niveau science-fiction, au niveau visuel, au niveau tas de choses. C'est un peu l'ASF de nos jours. C'est vrai que c'était pas mieux avant. Hein. Attention, je dis pas ça. Mais simplement, on veut t'en fiche plein la figure. Et par contre, au niveau du sens des choses, je me posais la question justement, comme tu m'avais demandé de venir sur ton émission, je me suis posé la question, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui me gênait dans cette trilogie? En fait, c'est le sens. Je sais pas où il veut aller. Autant dans la saga originelle, il y a un message par film qui est très différent. D'ailleurs, tous les films sont très différents les uns des autres. Mais il y a un message qui est très clair. Dans ces films-là, ils ont voulu mettre des messages, mais c'est un peu brouillé, avec des petites histoires, mais qui se concluent pas, enfin tout ça. Et le dernier film, cette espèce de pompage d'Apocalypse Now, ça m'a complètement sorti du film. Ce sous Marlon Brando, j'aime l'acteur, mais là, on lui a demandé de faire du Marlon Brando. Et puis on savait pas trop où ça allait. J'espère que la nouvelle trilogie sera beaucoup plus empreinte de messages, d'idées, de concepts. Voilà, parce que là c'était de l'action, de la brutalité, effectivement. Mais j'ai pas compris, j'ai pas saisi les messages qui étaient véhiculés dans ces films-là. Je pense que t'es un peu sévère quand même. Je suis sévère, mais c'est mon opinion. Ouh. Je la partage qu'avec moi-même. Mais effectivement, je pense qu'il y avait moins de... C'est pas que je veux qu'on m'explique les choses, mais j'ai trouvé que c'était un peu nébuleux et qu'ils savaient pas trop où ils allaient quand même.
Je pense que t'es un peu sévère parce que justement, ça, c'est peut-être quelque chose un des aspects positifs, je trouve, de cette nouvelle trilogie, parce que je crois quand même que je suis d'accord qu'il y a des choses que je trouve aussi un peu gratuites. C'est parce que je les ai revus aussi, ces films. Ah oui. Le tout premier, Rise of the Planet of the Apes, moi, j'ai été conquis. Quand je l'ai vu au cinéma, Ah oui, j'étais suis, vraiment. Voilà, mais si tu prends les trois ensemble, c'est-à-dire que si tu vois que Rise, ouais, ok, super et tout, machin, c'est plein de. Mais c'est quand même les Origins. D'ailleurs, à un moment, ils en parlaient. Dans le titre, il y avait marqué Origins. bah c'est en fait en C'était. VO c'est Rise of the Planet of the Apes et en VF c'est La planète des singes Ouais. les origines. C'est ça. Déjà, ça fait X-Men Origins, tous les Ouais, films mais Origins oui, déjà. mais ça, Là, là. mais Et je me suis dit, le deuxième et tout ça, et après le troisième, et après je vois le truc global, et je me dis, c'est creux. Donc j'ai beaucoup d'espoir J'ai vu la bande-annonce et j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. je pense que t'es un peu sévère. Oui, c'est vrai. Je vais C'est pas vrai. te forcer à les revoir, hein. Ah si, je les reverrai. Avant le quatrième, je les reverrai, ça c'est clair. C'est pas impossible qu'en les revoyant, que peut-être que tu vas réussir un peu à te concentrer sur les. Il y a beaucoup d'aspects, je trouve, positifs, notamment, tu vois, sur tout ce qui peut impliquer une relation conflictuelle entre deux. Bon là, en l'occurrence, c'est entre deux groupes. Alors, il se trouve qu'il y a des singes et il y a des humains, mais tout simplement entre deux différents groupes qui ont. Il y a un peu ce côté qui était. Ce qui est intéressant dans la planète des singes, c'est que c'est pas forcément manichéen dans la planète des singes. Tu vois, si on reprend le premier, le personnage de Taylor, le personnage humain, est Ah pas. oui, il est chiant. C'est pas un personnage très positif. Mais il l'est d'ailleurs pas dans le reste de la saga. Hein. Le personnage de Zaius, le vrai Docteur Zaius, le vrai Laurent Houtan, il est absolument détestable. Cependant, bah, tu te rends compte que ses motivations... Alors, il a pas tort sur toute la ligne, on va dire. C'est un méchant, c'est ce qui en fait un méchant très intéressant. Et ben, je trouve que quelque part, tu retrouves aussi un peu ça dans la nouvelle trilogie. Tout l'aspect qui est conflictuel, c'est... T'as simplement deux groupes qui ont qui ont chacun des objectifs différents et qui, à un moment donné, leurs objectifs, leur route est obligée de se croiser. Et là, de là naît le conflit. Parce que ils ont chacun des choses, ils ont chacun des besoins différents. Ben, c'est justement, je trouve que la nouvelle trilogie est beaucoup plus manichéenne que les anciens films, dans le sens où, justement, tu parlais de Zaius, tu parlais de Taylor, enfin tout ça, mais dans la nouvelle trilogie, bah, t'as le gentil César qui est gentil et qu'on attaque tout le temps, et gna gna gna, que ça soit des méchants singes ou des méchants militaires, et je suis désolé, il reste une poignée d'humains. Qu'est-ce qui s'emmerde? Il se trouve un joli coin où crécher. Qu'est-ce qui s'emmerde à faire des dizaines de centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres pour aller se taper sur la gueule avec les singes? Pourquoi ils restent pas tranquilles dans leur coin et tout? Et puis, ils ont besoin d'une source d'énergie dans le deuxième. Mais bon. Ah oui, c'est vrai. Peut-être qu'on s'éloigne du sujet, mais cela dit. Oui, c'est vrai. Cela dit, on va peut-être raccrocher les wagons avec une autre de tes grandes passions, parce que est-ce que c'est pas quelque chose qui est inhérent, voilà, au genre post-apocalyptique, parce que la nouvelle trilogie, à partir du deuxième film, c'est du post-apocalyptique. On l'a dit également, le film de 68 est un film post-apo, quand bien même il ne révèle, la première fois qu'on le voit, et désolé si vous l'avez jamais vu, hein, je pense que si vous êtes là, vous l'avez... Oh là, quand même. Ouais. Voilà. Il ne révèle sa nature de film post-apocalyptique que dans les dernières secondes, quand bien même il y a eu des indices avant, on ne découvre qu'il s'agit d'un film post-apo qu'à la toute fin. Et c'est vrai que dans le reste de la saga classique, le cinquième film, Battle for the Planet of the Apes est un vrai film post-apo, mais le reste, c'est... Enfin, le troisième et le quatrième film n'en sont pas, c'est avant. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est pas un truc qu'on voit quand même souvent dans le post-apo? Il reste plus beaucoup d'humains, et pourtant, ils vont quand même trouver le moyen de se foutre sur la tronche. Oui, ça m'a toujours épaté, ça. Et c'est comme dans tous les genres, tu vois, de l'imaginaire. Il y a des choses, mais où dans ma tête, il y a « but why ?» Je sais qu'il faut des enjeux, il faut toutes sortes de choses, mais pourquoi? Et souvent, ça me sort un peu du récit. Alors des fois, c'est bien fait, parce qu'il y a des enjeux qui sont clairement établis, et là, tu vois que les conflits sont inéluctables. Enfin,
voilà, inéluctable, toujours été, il y a possibilité, mais enfin, l'actualité passée et future et présente nous le montre, c'est qu'on a tendance à se foutre sur la gueule tout le temps. Quoi qu'il arrive, alors qu'il y avait sûrement moyen de faire autrement. Le post-apo, alors c'est une passion. Honnêtement, on a fait un petit épisode, je fais de l'autopromo, hein, chez Mana et Plasma il y a fort longtemps, et il en était ressorti que le post-apocalyptique, c'était le nouveau western. Ce qui se vérifie, puisque le western italien, ce qu'on appelait le western spaghetti, qui était spanicho-italien, on Oui, va parce dire. que souvent filmé en Espagne, oui. Exactement, film en Espagne, coproduit par les Espagnols. Et ben, ça a été remplacé par les films justement post-apocalyptiques inspirés de Mad Max principalement. Et donc, c'est la nouvelle frontière. C'est-à-dire que maintenant qu'on est censé avoir exploré toute la planète, ben, maintenant on va faire disparaître les humains, en tout cas une grosse partie, et hop, on va les remplacer par des zombies, des barbares, des mecs à moto, des machins, et on va réexplorer notre monde qui s'est effondré, qui est détruit. On va explorer des ruines, on est des archéologues du futur, du post-futur. C'est ça que j'aime, moi, dans le post-apo, c'est étudier comment les sociétés se reconstituent, comment les difficultés qu'elles éprouvent, et voilà, et donc moi, j'aime tout ce post-apo-là, même les dystopies qui sont issues d'une apocalypse, et j'en ai une jolie collection, et je pourrais en parler des heures, c'est pour ça que je vais arrêter tout de suite, et tu vas me dire s'il y a des choses que tu voudrais savoir plus particulièrement. Peut-être, on sait jamais, on a peut-être des auditrices et des auditeurs qui au final, le post-apo, donc le post-apocalyptique, qui Oui, savent peut-être pas totalement ce que c'est. Est-ce que tu te sentirais de tenter de définir les contours du genre ? Alors, le post-apocalyptique, c'est quelque chose, c'est un genre, un sous-genre soi-disant de science-fiction, mais qu'on retrouve également dans la fantasy. C'est ce que j'appelle le table rase, tabula rasa, hein, comme on dit quand on fait du latin, ce que je n'ai pas fait. Donc, tabula rasa, on fait table rase de nos sociétés et d'une grosse partie des humains, et on voit ce qui se passe après. Et le premier chef-d'œuvre post-apo qu'on peut citer, c'est l'épopée de Gilgamesh avec le déluge qui a été repris dans la Bible. Donc la Bible, vous voyez, l'aventure de Noé et de son arche, c'est du post-apo, puisqu'il y a une apocalypse, donc Dieu qui vire tout le monde, qui noie tout le monde, et on voit des personnes qui ont survécu. Donc le post-apo, c'est voir comment les survivants d'une apocalypse vont se débrouiller, pour survivre, comme dans une chanson de Balavoine. Donc on ne sait pas trop, le champ des possibles est ouvert. Donc, alors parfois on a l'apocalypse, des fois on a le droit à un petit apocalypse, c'est pas mal de voir tout s'écrouler, puis après, voilà. Et on espère soit ne pas en être, soit en être. Parce que je sais pas toi, mais je tiendrai pas 10 secondes sans électricité, sans supermarché au rayon tout plein. Je pense que, comme la plupart de nos auditeuristes, on tiendra pas longtemps, hein. Et on mangera vite notre chien. Je suis pas sûr je suis pas sûr d'être capable déjà de tuer un chien, en plus puis de le dépecer, etc. Le chien, par contre, lui, il va trouver le moyen, t'inquiète pas. C'est peut-être pas impossible. Le plus dangereux, bizarrement, dans le post-apo, si on y regarde bien, c'est les meutes de chiens, parce qu'ils se réintègrent comme ça en meute. C'est des observations d'éthologie, hein. Ils se remettent en meute et ils recréent comme les pack wolf là, ils se remettent et puis ils chassent. Je pense que les zombies c'est rien à côté des chiens. Faites gaffe aux chiens, hein, s'il y a une apocalypse. Hein. T'as sorti quand même pas mal de trucs savants. T'as parlé de Gilgamesh, donc on va juste rappeler vite fait, hein, peut-être des auditrices et des auditeurs à qui ça parle pas. Gilgamesh, donc c'est une légende sumérienne, donc la Mésopotamie, et je crois que c'est parmi les plus anciennes légendes qui nous restent. Écrites. Oui, écrites. Voilà, c'est le premier poème geste écrit qu'on suppose alors c'est très large, hein, écrit entre 2000 et 3000 avant notre ère. Donc très avant les premières traditions hébraïques. Et donc
c'est un des premiers écrits, un des premiers romans épiques. Et cette épopée donc d'un très grand roi qui s'appelait Gilgamesh, qui a vécu plein d'aventures mythologiques, hein, et puis il y a eu des réinterprétations, même durant les siècles et les siècles à l'époque sumérienne. Donc c'est vraiment très 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 très, oui, c'est très ancien. Mais c'est passionnant parce que c'est vraiment fondateur. On cherche toujours des mythes fondateurs. Ça n'existe pas, hein. Spoiler alert, les mythes fondateurs n'existent pas. Mais on a ce plus ancien écrit, l'épopée de Gilgamesh, et il est question d'un déluge qui détruit tout, et il y a les gens qui revivent. Et c'est probablement ça qui a inspiré aussi les textes de l'Ancien Testament. Et tu as parlé d'éthologie, donc l'éthologie, c'est l'étude... Alors c'est l'étude des comportements animaux. Ah bah, il faut être précis, il faut définir les termes. Oui, qu'on soit pas entre nous, là, entre gens qui se la pètent, qui sortent des mots. Les 4 mots savants qu'on connaît. Oui, oh là là, disons. Il va s'étouffer du coup. mais du coup, attends, je t'ai coupé et puis oui. Donc, tu dis finissez le post-apo. C'est vrai, ouais, que dans le cinéma bis italien, effectivement, il y a un peu un âge d'or. Alors, est-ce que le péplum précède le western, non, dans le cinéma italien? Oui, il précède et il a été un peu en parallèle pendant assez longtemps. Mais c'est vrai que le péplum, c'est la grande époque 45, fin 50, ça commence à piquer. Est-ce que là, pour raccrocher les wagons un peu avec l'histoire de la planète des singes, donc on rappelle la planète des singes qui sont des films qui étaient sortis par la Fox, et quand la Fox se lance dans le projet de la planète des singes, donc le tournage a eu lieu en 1967, ils y sont d'abord allés un peu à tâtons parce que quelques années auparavant, la Fox s'était pris une énorme gamelle avec le film Cléopâtre, qui était un budget colossal, un budget pharaonique, et oui, pas mal. et se sont ramassés, ils se sont vraiment pris une gamelle d'un point de vue financier. Quand même, c'est un film qui aujourd'hui, je pense, a un côté un peu culte. Enfin, en tout cas, c'est un film qui est resté dans les mémoires, avec notamment Elizabeth Taylor dans le rôle de Cléopâtre. Mais est-ce que, alors, c'est peut-être plus connaisseur que moi concernant le sujet. Est-ce que Cléopâtre justement marque pas la fin de l'âge d'or du péplum? Le fait qu'il y ait une telle gamelle, en tout cas pour les grands films. Après, il y a peut-être eu... On a eu Ben-Hur, on a eu Les 10 Commandements. Bah, c'est avant. On a eu... Alors, on peut dire, oh là, attention, c'est des films bibliques, c'est des péplums, faut arrêter les bêtises. Oui, c'est vrai, peut-être. Je t'avouerai que j'ai pas creusé c'est la question. le sujet. Par contre, j'ai vu des films comme L'Atlantide ou des films qui montrent la chute de l'Atlantide. Ça m'avait marqué, quoi. Ça m'avait marqué. C'est Samson et Dalila et tout ça. Donc, j'ai vu ces films-là presque en même temps que La planète des singes, tu vois. C'est rigolo, mais ça, c'est le hasard des diffusions télévisuelles de l'époque. Mais je suis en train de me demander, il n'y a pas Machiste et l'Atlantide? Il n'y a pas... Oui. Bah, Machiste, ça, j'en ai jamais vu. Massiste, avec un C, si on veut, ou Machiste en italien. Il a rencontré les vampires, il s'est battu contre Hercule. Enfin, oui, il y a toute une... Mais ça, c'est pas un pan du cinéma bis que j'ai tellement exploré pour l'instant. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, je reste plutôt dans la SF... c'est flamboyant tout ce qui s'est passé, notamment à l'époque justement de La planète des vampires de Mario Bava. On a fait un épisode là-dessus, du coup on a vachement bossé là-dessus. C'est flamboyant ce manque de moyens et de faire des films comme ça. Les Américains, eux, ils avaient rien compris, quoi. Ils mettaient des milliers de personnes, mais le film était creux. Tandis que les autres, ils avaient 4 personnes, 2 rochers, et ils te faisaient un petit bijou de sensation, quoi. C'est ça qui était magnifique. Ouais, après, bon, faut après, c'est pas pour... oui, il faut avoir beaucoup de... Comment dire, de mise en contexte, faut se mettre dans le truc, faut s'imaginer italien de l'époque, tu vois. C'est agréable de s'imaginer italien ou italienne des années 60.
C'était une autre façon. Ils étaient en pleine libération. Eux, ils étaient pas encore. Les Espagnols n'étaient pas encore libérés. Eux, ils avaient maltraité un petit peu Mussolini, qui le méritait bien. Et ils sortaient de cette période. Donc c'était magnifique. Et tout Hollywood, d'ailleurs, accourait à Cinecittà pour vivre cette Dolce Vita et puis cette passion qu'ils avaient du cinéma, qui est morte, d'ailleurs, malheureusement, grâce à Monsieur Berlusconi. Merci beaucoup. Et j'ai retrouvé le fameux machiste avec l'Atlantide. C'est vrai que je n'ai jamais trop su si on doit dire machiste ou massiste, mais bon. Ouais. Il y a un film Oh là. ouais, réalisé par Jess Franco. Alors, je sais pas si Jess Franco, oui, réalisateur Jess Franco. Espagnol, qui a fait pas mal Des d'horreurs. films Et coquins. voilà, et justement, donc celui-là, il a plusieurs titres. Donc, il y aurait Machiste et les Gloutons, ou également connu sous le titre Les exploits érotiques de Machiste dans l'Atlantide. Oui, mais ça devait être. C'est à quelle époque? C'est pas les années 70 déjà 73. Ah oui, tu vois, donc là, c'est un des tout c'était de la derniers. parodie. Ouais. C'est un des tout derniers films avec Machiste. Donc voilà, bon, là, Ouais. on est peut-être très très loin de la planète des singes et du post-apocalyptique. Ah oui, là, on est sorti du post-apocalyptique. Est-ce que tu peux me dire, toi, allez, tes 3 films post-apocalyptiques hors Planète des Singes préférés? Ah, ça c'est une bonne question. Je l'ai pas vu venir. Alors, préféré, je sais pas, mais c'est un film que j'ai découvert à peu près à la même époque que La Planète des Singes, je pense, qui est un film français de 1981, qui est aussi une adaptation d'un roman que j'ai lu plus tard, et qui s'appelle Malville, avec Ah oui. Michel Serrault, avec Jacques Villeray, avec maintenant j'ai un doute. Le casting est fou. Ouais, le casting Le casting est fou. assez énorme. Attends, faut que je vérifie. Pourtant, c'est pas un film d'action, hein, c'est un film d'ambiance très naturaliste. Ouais, mais avec un côté vraiment désespéré Ah oui, complètement. Ouais. et désespérant. Et c'est un film, je l'ai vu à 13-14 ans, je pense. Donc Ah oui. c'est vraiment la même époque où je découvre La Planète des Singes. Je saurais pas te dire dans quel ordre je les ai vus, mais Malville est un film qui m'a extrêmement marqué. Aujourd'hui, il est un peu dur à revoir quand même. Il a peut-être pas hyper bien vieilli. C'est probablement un des films qui a certainement fait naître chez moi l'amour du post-apo. D'accord. Quand bien même, j'avais vu bien avant, et en n'ayant pas l'âge pour le voir et pour le comprendre à sa juste valeur, Mad Max, le premier. Ah oui, le premier. Le premier, loué. Très malaisant d'ailleurs, ouais, très malaisant. Ouais, assez rigolo. C'était une époque où, donc on était abonné à un vidéoclub. Voilà, ça nous ramène à des époques lointaines. Un vidéoclub. Alors ça plaira peut-être s'il y a des gens, des auditrices et auditeurs de VHS et Canapé ou de ce genre de choses qui nous écoutent. Un vidéoclub, ça s'invente pas, qui s'appelait Cobra Vidéo. Ça donne envie déjà. Ah, c'était une chaîne, hein. C'était une chaîne. Ah, en c'était plus, une hein. chaîne, ok. Bah, tu Oui, vois, oui, j'en avais moi aussi. Ah chez ouais, moi. bah tu vois, j'étais persuadé que c'était, tu sais, je pensais que c'était dans ma ville, qu'ils avaient cherché un nom hyper cool. Et donc au Cobra Vidéo, ma mère, elle nous laissait, mon frère et moi, un peu emprunter ce qu'on voulait. Du moment qu'on n'allait pas derrière le rideau, on savait pas ce qu'il y avait. Bon. Ah, le fameux rideau en petite perle là. Oui, on d'accord. savait pas ok. ce qu'il y avait. On savait juste qu'on n'avait Ah, pas tu le droit savais d'y pas. aller. Ah bon, d'accord. Ah non, mais j'étais vraiment. Non, mais quand j'ai vu le Mac, j'étais vraiment petit. J'avais 10 ans, je pense. Tu vois. Et donc je me rappelle qu'on avait emprunté Mad Max, c'est ça le début quand on m'a mis avec je suis l'aigle de la route, mais ça m'a marqué. Max, J'écoute. on est complètement hors course. Y'a rien de cassé chez toi? Ça se guérira après un an aux Bahamas. Y'a beaucoup de dégâts? Je devrais les voir, les dégâts, flico. Bagnole en morceaux. Flic en morceaux, tu m'entends, flico? Je suis l'aigle de la route. Je suis une machine infernale à injection. Bon flash. Je roule. Je vole. Libre comme l'air. Je suis l'aigle de la mort, bonhomme. Je suis avec ma nana. Et tu nous auras jamais.
Mais je te dis, je l'ai Ah ouais. pas. Je pense que je l'ai. Moi, tout ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était les bagnoles, les machins. C'est Bah oui. plus tard, en le revoyant, que j'ai compris à quel point c'était un film exceptionnel. Les suites sont. Je sais que beaucoup de monde aime Mad Max 2. Moi, je reste un inconditionnel du premier. Mais Fury Road, quelle claque. Et le troisième, alors, si tu inclus Mad Max, qui est, Ouais, bah tu vois, je vais mettre Fury Road avec. On va faire un pack Mad Max. tu fais un pack. Ouais. Le premier, pour moi, j'aurais mis le deuxième quand même, parce que le deuxième, c'est plus un post-apo Ouais, que je le premier. sais, mais Ouais, c'est vrai je qu'il sais que m'avait- beaucoup de monde, je pense que beaucoup de monde, enfin j'en sais rien, j'aurais tendance à penser que pas mal de gens préfèrent Mad Max 2 au premier, mais moi c'est vraiment, ouais, tu me montres ce magnifique bouquin sur Mad Max que j'ai pas acheté. De Melvin Z, Mad Max Ultra Violence dans le cinéma, partie 1. Et il fait 500 pages. Oh putain, je l'ai fait tomber. Alors, il va en écrire sûrement un sur Mad Max 2. Il est énorme, ce bouquin. C'est la somme ultime sur Mad Max qu'on peut avoir aux éditions Rififi. En tout cas, on le trouve dans les bonnes crèmeries. Et après, ouais, en troisième, peut-être que je Ouais. vais dire un truc plus récent, mais qui est comme Malville, qui est une adaptation d'un roman, La Route, que j'ai vraiment, vraiment adoré. Ouh, ça fait mal. Ah ouais, il est dur, hein, il est dur. Ouais, ouais. Et pareil, j'ai d'abord vu le film et ensuite lu le roman. Et bien évidemment, j'ai un trou de mémoire concernant le nom de l'auteur, quand bien même... McCormack. Ouais, j'ai peur j'ai peur de le déformer. Non, mais les gens le savent, hein, qu'on est des guignols. Hein. Cormac McCarthy. Voilà. Cormac McCarthy. Tu vois, je l'avais dans le désordre. Mais en tout cas, il a eu le prix Pulitzer, je crois. Et non, La Route. Le problème, moi, j'aime bien quand même, tu vois, dans le post-apo. Contrairement à toi, toi, c'est quand même assez désespéré, ton post-apo. C'est vraiment l'espoir dans La Route. Ouais, il y en a tenu. pas des masses. Il Non, y en mais a c'est pas vrai. des masses. Non, mais c'est vrai que c'est. On va regarde. Mes deux films préférés. T'as dû aimer Fury Road, hein, parce que Ah oui. il s'est aussi désespéré Fury Road, parce que quand ils arrivent dans le monde qu'ils espèrent, ils s'aperçoivent qu'il n'y a rien, quoi. C'est une impasse. Non, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. C'est. Ouais, je me doute bien. Mais c'est vrai que ouais, non, je suis d'accord que après non, j'aime bien. Alors je pense que je suis moins connaisseur que toi, mais bon, je pense que ça c'est un peu compris que oui, j'aime bien le cinéma bis, j'aime bien les conneries italiennes. Donc j'en ai vu quelques-uns qui sont ouais, qui sont vraiment pas sérieux quoi. Donc du coup le côté désespéré, il passe à la trappe. Mais ouais, non, mais c'est vrai que après tu m'as un peu pris au dépourvu, tu vois, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Donc La réponse est bonne, hein, elle est tout à fait. Non, nickel. Je te rejoins sur tes choix. Moi, je vais parler juste de deux films moins connus, mais qui m'ont marqué quand même. C'est pas forcément du niveau de ce que t'as dit, hein, mais il s'agit de New York ne répond plus avec Yul Brynner, un film que j'ai vu vraiment à la télé, qui m'a marqué. C'est l'histoire d'un type qui se propose d'être mercenaire pour protéger une communauté paisible, qui est entourée de barbares dans New York. Ils vivent dans un immeuble sécurisé avec un potager sur le toit. Et Yul Brynner, il arrive, il propose ses services pour les défendre. Et ben c'est Mad Max 2, quoi. C'est le scénario de Mad Max 2. Okay. Et ça date de 73 ou 74, je crois. Il est intéressant comme film, très intéressant, avec Max von Sydow, figure-toi. Donc ça, c'est un film un peu patrimonial. Je vous conseille de le chouffer, de le voir éventuellement. Il y a aussi un autre film qui s'appelle Apocalypse 2024. Donc ça, c'est bientôt, hein. ouais.
Ah, ça... ah oui, on est en Je sais pas décembre quand ça va 2023. Et voilà, c'est bientôt. Et donc Apocalypse 2024, bah, c'est juste un garçon avec son chien qui vit à l'extérieur. Donc il rencontre une communauté qui vit en sous-sol, complètement décadente, et il va lui arriver des petits trucs. C'est fait, l'acteur, c'est l'acteur de Miami Vice. Tu vois de qui je veux parler? Un très beau gosse. Donc, et le film est plutôt bien fait, plutôt hargneux, vraiment lutte des classes, qui montre vraiment les privilégiés en dessous et qui sont des salauds au final. Mais pas du tout manichéen, et la fin est très surprenante. Je te conseille aussi de regarder ce film, qui est vraiment un film pop culturel en Ouais, diable. mais je vois ce que c'est, mais je ne l'ai pas vu. Celui-là, vraiment, il m'a bien plu. Et puis, pour rigoler... Juste pour donner le titre anglais, s'il y a peut-être des... Ouais. Parce que je sais pas, est-ce qu'il s'appelle Apocalypse 2024 partout, j'en sais rien. Donc Non. le titre Non. anglais, c'est A Boy and His Dog. Voilà, tout bêtement. Déjà, rien que le titre, qui n'envoie pas du pâté, Ah, comme on dirait. et c'est tiré d'une nouvelle qui date de 1969. Ok. C'est ça. Et une nouvelle qui a été traduite en français par Un gars et son chien. Voilà, c'est bien. Hein. Non, mais comme ça, je donne les références s'il y a des Ah oui, là, auditrices et tu donnes auditeurs. tout. Hein. Bah, s'il y a des auditrices et auditeurs qui veulent retrouver, Tu le mettras dans la description. bah oui, Je t'enverrai les liens. Ça va me faire du boulot. Oh l'autre. Non, mais... Et puis le dernier, bah, bizarrement, moi je suis un fan de THX 1138. Ah bah oui. J'ai une jolie édition Steelbook Blu-ray. Et je sais pas pourquoi. Ce film aussi m'a traumatisé. Il y a des scènes, c'est la meilleure adaptation de 84 d'Orwell. Où je trouve ce film extraordinaire. Et c'est vraiment un post-apo, puisque c'est une société qui vit en sous-sol. Et c'est une dystopie. C'est vrai que quand tu... Oui, THX, je pense pas à post-apo en premier. Je pense à 1984. Oui, bizarrement. Il n'y a pas forcément des ruines dans le post-apo. C'est aussi comment se reconstruit des civilisations. Malheureusement, souvent, c'est compliqué, puisqu'il y a de la survie qui est en jeu. Et puis, c'est vrai que dans l'idée de post-apo, il y a forcément l'idée d'effondrement. Mhm. Alors, il y a beaucoup le nucléaire, Ah, la peur du nucléaire, oui. il y a les virus. D'ailleurs, la nouvelle trilogie, La planète des singes, l'effondrement vient d'un virus. Il y a, et on va dire les catastrophes, Naturel. voilà, catastrophes naturelles. Je pense, à mon avis, ça a déjà dû commencer. Il doit y avoir du post-apo climatique. Bah, la route, c'en est un. T'as tout qui s'embrase. On retrouve les incendies qu'on a à Los Angeles ou dans le bassin d'Arcachon. Dans la route, est-ce qu'on ne sait pas vraiment quelle est la cause de l'apocalypse? On sait pas, mais tout brûle. Il n'y a plus un arbre qui tient debout. Et tu as vu le dernier film de Canet, justement, qui montre un nuage de pluie acide, Non, tout je ça, l'ai pas qui vu. tue les gens. Je l'ai pas vu. Et c'est un post-apo, enfin c'est un film apocalyptique. Ouais, pour le coup, ouais, c'est en train de se passer. Voilà. Ouais. Non, mais c'est sûr que le climatique, il y en a, mais souvent c'est un peu un dispositif pour montrer des choses, quoi. Mais c'est pas encore, ouais, t'as raison, c'est pas encore énormément exploité. Bah, je pense qu'il doit y en avoir. Et puis, mais quand on parlait d'effondrement, il y a aussi, oui, l'effondrement de la société. Elle peut aussi avoir lieu. Ça peut aussi être l'effondrement de la démocratie, parce que THX, quand on parle de dystopie. Donc c'est effectivement, on peut aussi avoir ce type d'effondrement-là. Hein. La civilisation peut aussi s'effondrer par elle-même. Bon, quand c'est le nucléaire quelque part, c'est un peu, c'est pas une cause extérieure. Hein. C'est une cause qui est provoquée par les sociétés humaines. Mais je me dis oui, est-ce que c'est un truc qui est très, est-ce que tu vois par exemple si on prend Fahrenheit. Bien sûr, je sais plus c'est combien. Je sais plus c'est combien. Ray Bradbury, Ouais. 451. Ouais. 451. J'avais peur de me planter dans les chiffres. Comment est-ce que quelque part on n'est pas dans une forme d'effondrement aussi, tu vois? Bah, c'est un effondrement. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'y avais pas pensé. Mais effectivement, de voir un post-apo, un post-effondrement de quête de sens, par exemple, si on prend certains films où on voit que
le capitalisme est arrivé au bout de son modèle et a fini par épuiser toutes les ressources. Si tu vois Mad Max, c'est typiquement un effondrement qui n'est pas dû forcément à la guerre nucléaire, même si c'est évoqué, mais simplement à la lutte pour les ressources. Oui. Et cette lutte pour les ressources, elle est faite à partir du capitalisme effréné. On n'a pas évoqué Soylent Green, Soleil Vert, mais t'as un peu ça aussi quelque part dans Soleil Vert. Soleil Vert, t'as vraiment c'est la lutte des classes d'un point de vue voilà, vraiment extrapolé, quoi. De l'effondrement et de l'appauvrissement, de la fin des ressources. Ça montre que les ressources sont pas éternelles. Voilà. Mais même dans Blade Runner, même Blade Runner est quelque part un post-apo aussi, puisque tous les gens sont plus ou moins partis de la Terre. Il reste des banlieues vides avec des immeubles qui résonnent du pas des robots, mais il reste pas grand monde, malgré les scènes qu'on voit dans le film de Ridley Scott. Il y a des quartiers entiers, ils se regroupent, les gens se regroupent, et puis on le voit encore plus dans 2049. C'est un post-apo, Blade Runner. Ah, donc en fait, c'est un genre c'est vrai que il est partout, le post-apo est partout. Dès qu'il y a des enjeux civilisationnels et où on recherche, les auteurs recherchent des idées pour voir comment l'être humain va évoluer à partir de notre présent, et paf, forcément, il y a un moment, il y a un basculement vers autre chose. Et ce basculement, en général, c'est l'apocalypse, qui révèle, dans son sens premier, c'est une révélation de la vraie nature de l'homme, tu vois. Et moi, je suis plutôt optimiste et j'y crois pas trop à ça. Moi, je pense que s'il y avait un effondrement quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, c'est surtout la collaboration, l'entraide qui ressortira, et on le voit beaucoup sur les scènes de guerre. Les gens qui soient sur tel ou tel théâtre de guerre et de privation et de famine, souvent, bien sûr, tu as quelques pillards, mais tu as surtout des gens qui se mettent ensemble et qui trouvent des solutions. Je pense que je suis plutôt optimiste. Et toi, t'es optimiste, toi, pour le... Je crois que je suis quand même un peu de nature inquiète. L'angoisse fait partie de nous, c'est une protection. Ouais. Mais je pense que les gens, j'ai beaucoup d'espoir envers même nos enfants, tu vois, qui commencent à prendre la cause climatique à bras-le-corps, à réaliser que c'est leur avenir qui est en jeu. Et je suis très, très, très optimiste. Ok. Non mais tu vois, pourtant je vois des horreurs, je vois des films, c'est des horreurs. Mais c'est bien. Les guerriers du Bronx, les gladiateurs du futur, Atomic Cyborg, 2072, les mercenaires du futur. Mais pourtant, tu vois, j'y vois toujours. D'ailleurs, en général, il y a un héros qui sauve les gens en général. C'est assez positif tout ça. Oui. Mais au final, ce qui se passe un peu partout dans le monde, là où les gens ne sont pas protégés par, comme tu dis, une démocratie efficace, on voit que ce qu'on voit dans les films bis italiens se passe de nos jours. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un post-apo nous-mêmes? Ça dépend d'où tu es. Si t'étais serbe ou croate dans les années 90, le post-apo, ils le vivent. Certains pays, au Yémen, ils vivent le post-apo. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de remonter. Non. Ouais, malheureusement. Et puis on est... toi comme moi, on est bien impuissants par rapport à ça. De toute façon, là c'est des sujets qui sont pas nécessairement si compliqués que ça, mais pour en parler, il faut quand même être bien charpenté en termes de politique et de géopolitique. Faut quand même, c'est des sujets qui moi m'intéressent, qui m'intéressent énormément. Mais avant d'en parler, je dis là, mieux vaut quand même laisser parler les gens qui ont étudié ça pendant des années et des années et des années, les écouter pour essayer de se faire une opinion. Ouais, ça sert à quoi nos opinions? De toute façon, elles servent à rien pour ces pauvres gens. T'as précédé ce que j'allais dire, quand bien même, bon. Mais oui, je pense qu'il y a des endroits, il y a malheureusement en ce moment même des endroits sur la planète. Tu vois, sans rentrer dans quelques banalités que ce soit, mais
quand on se divertit avec ce genre de choses, qu'est-ce que ça dit de nous aussi? Qu'est-ce que ça dit de nous de regarder des Mad Max Fury Road et tout ça, alors que, comme on dit, à quelques heures d'avion, il y a des gens qui vivent ça avec des SUV Nissan, tu vois, avec des mitraillettes boulonnées sur le toit. Qu'est-ce que ça dit de nous aussi, cette volonté de frissonner, de voir de l'action et tout ça, que de temps en temps, ça fait mal un peu, tu vois, de savoir qu'il y a des gens qui le vivent vraiment et que c'est pas du divertissement, quoi. Ils le vivent dans leur chair. Donc, j'ai une petite pensée aussi pour eux. Et de temps en temps aussi, ça me sort aussi de certains films, je t'avouerai. Oh, dis donc, je t'ai un petit peu plombé, mon petit Zayus. Oh là Ça là. va être dur Allez. Ah, bah c'est dur de repartir. Ça va être dur de Et si repartir, là. Est-ce que c'est quoi le dernier livre parce que t'es un grand lecteur. C'est Oh là. quoi le dernier livre de post-apo que t'as Non, lu justement, Et moi j'en ai un. Je lis plus, je lis presque plus, moi. Dis donc, Ah non, je lis presque plus. t'as plus le temps? Ouais, c'est certainement que je suis mal organisé, hein. Mais non, je lis vraiment presque plus. Oh, ça me fend le cœur. Pour que je lise, il faut que ça parle de la planète des singes. Non, allez, arrête. non, les derniers trucs que j'ai lus ces derniers temps. Même en comics, hein. Ouais, mais même, tu sais que là, j'ai beaucoup de retard. Ouais, là, qu'est-ce que j'ai eu comme lecture post-apo récente? Ça ne me vient pas. Et Kamandi, le comics Kamandi de Jack Kirby. Ouais, oui, alors là... Ça, c'est un super post-apo, ça. Oui, bah, de toute façon... Tu l'as sûrement. Oui, j'allais l'attraper, là. Mais moi aussi, je fais comme toi. Allez, vas-y, va chercher. Montre à la caméra, montre à tonton, Danny. Ton beau Kamandi. Kamandi, c'est un comics de Jack Kirby qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui sort d'un abri, un joli blond, voilà, et qui découvre une société qui est dominée par des animaux anthropomorphes. C'est super sympa. Alors, là, je vois pas bien. Oh là là, chers auditeuristes. Il faut que je change mon affichage. Oh là, il est énorme! Ah bah ouais, non, c'est l'intégrale. Ah ouais, l'intégrale! Ah bah, tu m'as pris pour qui? Ah non, c'est magnifique. C'est en anglais ou c'est français? Oui, non, c'est en anglais, ouais. Ah oui, parce que les Français n'ont pas sorti cette intégrale de Kamandi. Donc Kamandi. C'est magnifique. Avec la statue de la liberté qui est, elle, noyée, là, elle a les pieds dans l'eau. Et donc, non, Kamandi n'est pas du tout un rip-off de la page des singes. Du tout. Mais en tout cas, c'est un beau rip-off. Il n'y a pas eu je crois... Non, pas avec la planète des singes. Il n'y a pas eu un crossover, mais il y a eu un crossover avec une autre série. Je crois qu'il voyage dans le temps et il arrive dans l'univers des super-héros. Ah, peut-être. Ça se trouve, c'est ta dernière lecture, alors, de post-apo, Kamandi? Non, parce que je l'ai lu il y a un certain temps. Non, là, comme ça, ouais, Tu me poses des questions. Oh là là, ça va, dis donc. Tu me poses de ces questions. On est là pour... Oui. Alors moi, le dernier post-apo que j'ai lu, c'est un post-apo Parigo. Donc ça montre un Paris du futur après un effondrement climatique dû à l'abus d'organismes OGM et puis de génie génétique effréné. Et donc il reste un Paris justement très solidaire avec des petites communautés qui est entouré de No Man's Land. Et ça s'appelle Un éclat de givre d'Estelle Faye. Et c'est super, franchement. C'est vraiment tout ce que j'aime, avec des petites communautés différentes, des enjeux qui sont quand même assez costauds, des personnages marrants, rigolos, et puis un univers solide, quoi. Estelle Faye, elle en a fait 2 avec ces personnages-là, et Un éclat de givre chez Folio SF, c'est un petit bouquin. Lisez ça, c'est rafraîchissant. Du post-apo rafraîchissant. Exactement. Oui, il en faut. Mais moi, comme j'aime bien les histoires plutôt positives où on voit pas que des méchants, mais aussi des gens qui cherchent à faire les choses bien, j'ai ma cam, là. C'est ma cam. Et est-ce qu'on essaierait quand même pas de reboucler, justement, avec la planète des singes? Ouais, et on parle du futur. Oui. Donc, Kingdom... of the Planet of the Apes. Voilà. Donc, qui va sortir en mai 2024, donc dans moins de 6 mois maintenant. Est-ce que tu as regardé le trailer?
Oui. Est-ce que ça t'a donné envie? Oui, j'ai eu des petits frissons. Ça m'a donné envie parce que justement là, on va voir vraiment le vrai futur et pas je me cache dans une forêt, je me bats dans des ruines. Là, on va voir vraiment ce qui va se passer après. Par contre, au niveau temporalité, je suis un peu paumé. On en sait un Parce peu qu'il y a- plus. On en sait un peu Ouais. plus, donc ça se passe plusieurs siècles après, Ah bon après la dernière trilogie qu'on a vue au cinéma. En tout cas, un bon plusieurs laps de temps. siècles. Ouais. C'est-à-dire que tu Ah vois, d'accord. en gros, le personnage de César est resté plus ou moins dans les mémoires, mais là, on est proche de la légende, tu vois. Quand on parlait de Gilgamesh, tu vois, c'est un peu, voilà, Mhm. c'est vraiment, vraiment loin. Surtout qu'ils n'ont pas d'écriture, il me semble bien, ces petits gens-là. Si, ils écrivent quand même dans... Mais bon, Ils écrivent, ça y est. ils écrivent dans la trilogie, on les voit écrire, ouais. D'accord. Wes Ball, le réalisateur, dans une interview récente pour le magazine britannique Empire, a précisé que, en fait, ce qu'on va voir dans Kingdom of the Planet of the Apes, ça va correspondre à l'âge de bronze des singes. Et donc, l'idée, c'est qu'après, il va y avoir l'âge d'argent, l'âge d'or, enfin, comme dans les comics. Ouais. Mais, donc, est-ce qu'au final, ça se trouve, on n'en sait rien, ça se trouve, le deuxième volet de cette trilogie se passera encore plusieurs siècles après, et puis le troisième volet encore plusieurs siècles après, pour reboucler, pourquoi pas, avec le film de 1968. C'est ce que beaucoup de gens espèrent, que ça reboucle avec le film de 68 à un moment ou un autre. Oui. D'autant plus que Rise of the Planet of the Apes avait laissé cet espoir-là, hein, et la graine, elle est plantée. La fusée qui part... Voilà, vu qu'il est question d'une expédition perdue dans l'espace, menée par un certain Taylor. Donc la graine, elle est déjà plantée, elle est déjà là, donc peut-être... Mais c'était subtil parce que on le voyait dans l'écran de téléviseur, c'était hyper subtil. À la Gareth Edwards, un Et peu. on voyait aussi on voyait un journal à un moment. C'est ça. Donc il y avait un journal télé et un journal papier. Plus loin, C'est on ça. voyait un journal télé où ils partaient pour Mars, et sur un journal papier, on voyait qu'ils étaient perdus dans l'espace. Ah. Ouais, ça avait été fait de manière assez fine, effectivement. Donc la graine, elle est plantée, donc peut-être. Mais ouais, je t'avoue que moi aussi, hein, bon, j'ai fait un épisode là-dessus où j'ai essayé de relever les points qui pouvaient rappeler les films précédents. Et oui, ça m'a complètement remis dedans. C'est suite à ça que j'ai rematé la trilogie, le Tim Burton. J'ai allez, c'est parti, on se remet dedans. Il n'y a pas un souci par rapport à la date de sortie, parce que j'ai l'impression qu'ils ont rapproché d'une partie 2 dans cet horizon-là. Ça va être chaud, hein. Disons, on va voir. Dune, il sort pas cette... Attends. Il sort en 2024, mais il devait sortir plus tard. Non. Il sort quand, Dune? La deuxième partie de 2. Dune sortira en France le 18 octobre 2023, mais non, ça n'est pas... Non. Ah oui, reporté à 2024. Voici la Ouais. nouvelle date de sortie. Je vais devoir faire un peu de montage, là. La magie du montage. Il est très probable que la date du 13 mars soit retenue. Donc oui, effectivement, Ouais, ça 13 mars, 22 mai 2024, ça va. Ça va. Non, c'est important. C'est important de pas avoir les deux en concurrence. Ça, ce serait dommage. Ouais, Dune, Dune, c'est quand la dernière fois que je l'ai lu? Je sais plus, ça remonte. Mais c'est, Tu l'as revu? Tu l'as revu relu, depuis la sortie cinéma? Oui. Ah, relu. Ah oui. Mais je crois que je l'ai pas relu depuis la sortie. Je l'ai pas relu pour la sortie cinéma, mais ouais, parce qu'on parle de romans que j'ai lu plusieurs fois. Quand on parlait de lecture, ouais, j'ai lu plusieurs fois Dune. Mais bon, on comprend pas tout du premier coup. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter, mon bon Danny? Eh bien, écoutez, continuez d'écouter Cornelius et Zira, le meilleur podcast de la planète des singes. Moi, je suis heureux parce que il y a un podcast sur Galactica, il y a un podcast, Star Wars, il y en a un paquet. Hein. Il y a du Star Trek chez Galaxy Pop aussi, Ouais, mais vrai. il y en a aussi ailleurs. Coucou, commandant Guigui. Honnêtement, un amateur de science-fiction dans le podcast, il est heureux. Hein. Ouais. Grâce à toi et à tous tes amis, il est heureux. Puis il y a pas que moi, hein, même. Bon, c'est vrai que sur la planète des singes, sur le créneau en francophone, je suis à mon avis le seul. En tout cas, mais en anglophone, tu peux trouver un peu plus quand même.
Oui, c'est certain. Mais oui, non. T'as tout en anglophone, hein. Oui. C'est incroyable. Oh bah, en français aussi, hein, tu trouves. Ah, je fais des recherches souvent pour mes épisodes et souvent je les cite hein, en général. Je vais sur du podcast. Malheureusement, je tombe quand même beaucoup sur du France Culture et j'ai du mal à trouver certains podcasts. Il y en a... Alors j'écoute en anglais, hein, il y en a d'autres. Alors ils sont très bons pour la présentation. Ils sont vraiment incroyables dans les podcasts. C'est vraiment fluide. Ils sont drôles. Tatati, tatata, ça va très bien. Par contre, dans le fond, ils sont pas si géniaux que ça. Mais par contre, dans la forme, ils sont extraordinaires. Tu veux dire en règle générale les anglo-saxons ? En règle générale, oui. Ouais, mais tu trouves aussi, honnêtement, c'est peut-être aussi parce que quand on fait des recherches, bah forcément, les moteurs de recherche étant ce qu'ils sont, tu vas tomber forcément sur les plus gros trucs. Mais en anglo-saxon, tu vas aussi tomber sur du truc ultra foutraque où ils vont en même temps aller creuser, vraiment aller chercher la substantifique moelle. Je pense que c'est peut-être aussi parce que les algorithmes mettent en avant les trucs un peu plus calibrés, où on va peut-être plus se concentrer sur la forme que sur le fond, mais du podcast anglophone où la forme n'a pas trop d'intérêt, mais par contre le fond, ça va chercher très très loin. Il y en a aussi. Hein. Tu les écoutes ceux-là ou en podcast, il y a un podcast maintenant c'est Podcast of the Apes. J'espère ne pas dire de bêtises. C'est 2 Canadiens mais qui vivent au Japon. Déjà ça c'est pas banal. Oui. Et oui, ils vont très 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 loin dans le détail. D'ailleurs à tel point que j'ai un peu arrêté de les écouter parce que comme ils ont lancé leur podcast après moi, mais sauf que eux ils sont plus mieux organisés, plus assidus que moi. Ils n'ont pas d'enfants à mon avis. Et ils n'écoutent pas de la bonne musique comme voilà, j'essaie de trouver des excuses parce que c'est des gars, ils font plein d'autres podcasts aussi je finis par ne plus trop les écouter parce que ils évoquent des choses que j'ai pas encore faites et je me dis j'ai pas envie non plus même inconsciemment tu vois de les plagier, donc j'aime bien écouter les gens quand ils parlent de trucs quand au moins j'ai déjà écrit mon truc à moi, tu vois ce que je veux dire, pour voir est-ce qu'il y a pas une info qu'eux ils avaient que moi j'aurais oublié, etc. Parce que tu vois j'ai envie, l'intérêt c'est quand même essayer de faire un truc qui soit un minimum original quoi. Oui, mais quand c'est des podcasts qui sont américains, que d'ailleurs il y a quelques hardcore gamers dans le podcast, mais pas tant que ça qui écoutent les podcasts américains. Si tu les cites, si tu donnes tes sources, moi je trouve ça bien que tu fais de la vulgarisation quelque part aussi. Oui. Non, mais après, j'aime bien aussi faire mes recherches par moi-même parce qu'au final, je pense que c'est pas nécessairement sur les informations, c'est plus en termes d'analyse. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, j'ai pas envie que mon avis soit. Alors, j'ai pas la prétention que mon avis à moi il est meilleur que les autres, mais tu vois, j'ai déjà envie d'essayer de me faire déjà mon propre avis, d'avoir ma propre analyse avant d'aller écouter celle des autres. Pour peut-être après te dire ah oui effectivement tiens cet axe-là, cet angle-là, je l'avais pas vu, et du coup tu vas enrichir ta propre analyse plutôt que de construire quelque chose à partir des autres. Enfin, c'est peut-être ça se trouve c'est très prétentieux de ma part hein, de me dire non mais c'est une démarche. Parfois, avant de se faire un avis, on regarde un peu tout ce qui s'est fait. Et puis là, toi, tu fais l'inverse. Tu fais tes propres recherches. Et après, tu nourris ta réflexion qui est déjà pas mal aboutie avec ce que tu découvres après. Oui, non, mais c'est 2 façons de faire. Hein, oui, il n'y a pas... voilà. Mais bon, bref, tout ça pour dire que... de toute façon, dans le podcast, quelle que soit la langue, parce que oui, c'est vrai que moi, j'écoute qu'en français et en anglais. Même si je parle très bien espagnol. Oui, mais les Allemands, ça se trouve, malheureusement, les Allemands, oui, l'espagnol. Alors ça, c'est une private joke, parce qu'ils donnent des cours chez Bibou et Bibounette d'espagnol, un podcast déviant, qui fait faire des choses terribles à Monsieur Zaius. Mais en tout cas, oui, ça se trouve, les Allemands ont des podcasts incroyables sur le domaine, et c'est dommage. Mais d'ailleurs, tu sais que la planète des singes, je pense que ça doit bien marcher en Allemagne, parce que souvent... il y a des choses où il y a eu
pas de traduction ou peu, et je vais la trouver en allemand. Tu vois, par exemple, on parlait de la série télé. Les novelisations de la série télé, je les trouve vraiment pas mal. Ça n'existe qu'en anglais, mais ça n'était traduit qu'en une seule langue, en allemand. Et Les Allemands aiment beaucoup la science-fiction. Ouais. Et d'ailleurs, on trouve souvent des éditions très sympathiques, même des Blu-ray de certains films, qu'en Allemagne. Oui, les éditions Pas toujours allemandes avec sont, tout- les éditions allemandes sont très souvent bien meilleures que les éditions françaises. Hein. Ça, c'est oui, c'est une évidence. Et ouais, donc il C'est y a pas des mal de trucs comme ça. Même en comics, il y a des choses en comics, La Planète des Singes, qui sont sorties qu'en anglais et en allemand. Donc, Et comme quoi donc je parle. Mais par contre, l'allemand, alors là, c'est une langue que je ne maîtrise absolument pas. Donc je ne me risquerai pas. De toute façon, je comprendrai rien. Donc j'ai jamais fait la recherche, tu vois, de taper Planète des Singes en allemand et podcast et voir ce que ça donne. Bah, avec les traductions en IA et tout ça, il y a peut-être moyen de regarder des articles intéressants sur le sujet. Ah ouais, en non, allemand. mais je me demandais comment est-ce que le podcast est développé en allemand? Est-ce que Oh, certainement, il n'y a pas de raison. Ouais, c'est vrai. Oui, il n'y a pas de raison. En suédois aussi. Hein. J'ai fait des recherches beaucoup sur le Maghreb, le Moyen-Orient et tout ça. J'ai eu du mal à en trouver. Hein. Voilà, il y a une barrière de fric aussi, hein, et puis de temps. Mais je pense que depuis, ça a dû se développer. Et pour moi, le podcast, c'est vraiment quelque chose de super démocratique. Tu peux le faire quasiment avec un téléphone. Et il y a même des moyens d'héberger gratuitement. Hein. Donc, il n'y a pas de barrière, quelque part, de barrière technologique et financière. Donc, j'espère que ça va se développer aussi dans ces pays dits émergents, mais à mon avis, créativement intéressants. Hein. Et ça se trouve, il y a peut-être un podcast marocain sur la planète des singes. Ah, ça serait intéressant. De temps en temps, il faut faire une veille comme ça sur tous les autres pays. Ouais. Et tu risques d'avoir des surprises. Mais là, je viens de voir, j'ai tapé Planète der Affen podcast et je suis tombé sur une vidéo YouTube, mais visiblement un podcast d'1h48 sur le film de 68 et de 2001. Écoute, je vais écouter ça va pour m'endormir. On va voir si je comprends quelque chose. Il y a les sous-titres automatiques sur YouTube aussi. Peut-être, ça se trouve, ça marche. Hein. Donc c'est... Ouais. En tout cas, le post-apo, ça dit des choses de nous. Il y a aussi une petite tentation aussi adolescente. C'est bien pour les adolescents parce qu'ils ont envie un petit peu d'avoir de l'air par rapport à ce monde écrasant qui les écrase. Nous, ils nous écrasent, mais eux encore plus. Un adolescent, quand il rentre dans le monde des adultes, il aimerait bien voir les adultes un petit peu disparaître, un peu partir en vacances, voire être éradiqués. Et le post-apo dans le young adulte, c'est superbe. Et malheureusement, ça tourne à Sa Majesté des Mouches, hein, le livre super où livre. on voit que super livre. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe quand on est coupé du monde et des humains. Mais on a besoin aussi de cette respiration. Moi, je trouve qu'il y a ce petit réflexe adolescent. C'est pour ça que moi, quand j'étais jeune, j'adorais le post-apo pour ça. Parce que je me disais, ça y est, on est libéré des parents, puis on va faire autrement. Et le post-apo, ouais, bah écoute... c'est chouette parce que c'est typiquement de la SF sociale pour moi. C'est vraiment la fonction de la science-fiction, c'est de réfléchir sur la société, sur le vivre ensemble et le faire ensemble. Et peut-être aussi des modèles différents de celui qu'on a maintenant, quoi. Je trouve que c'est un des genres qui explore le plus ce qu'on peut faire de notre société différemment à cause d'un événement apocalyptique, quoi. Mmh. Oh là là, je t'ai encore cassé le... Non, je trouve que c'est... Non, pas du tout. Non, même, je me dis, je pense que ça peut être... J'étais en train de me dire, ouais, pendant que tu parlais, je me dis, j'ai parlé de Wes Ball, le réalisateur du futur film Planète des Singes, qui a également fait les adaptations donc, des romans young adultes, Le Labyrinthe, The Maze Runner. Tout à fait. J'ai regardé... Qui est un post-apo aussi.
Voilà. avec le virus. J'ai regardé que le premier. Ah bon, d'accord. J'ai regardé que le premier, il y a pas très longtemps, un peu pareil par curiosité pour voir ce qu'avait fait Wes Ball, parce que mon fils il a lu le bouquin et du coup on a regardé le premier film ensemble. Je sais que lui il a regardé, je sais pas s'il a regardé parce qu'il y en a 3 en tout, hein, je crois des films. Oui, ils sont raides hein, au niveau zombie après, c'est assez raide. Hein. Voilà, moi j'ai vu que le premier que j'ai trouvé pas mal en fait, alors que je suis plus la cible. Hein, je ne suis plus. Ah oui, clairement. Je ne suis plus un jeune adulte. Oui, mais c'est raide, hein, c'est pour des jeunes adultes, adolescents, plus de 15 ans quand même, hein, parce que bon, mon fils c'est assez raide. Hein. Mon fils est plus jeune que ça, mais. C'est ça. Ouais. Mais bon, peut-être un peu tôt pour le 2e et le 3e. Bah, je crois qu'il les a déjà vus, sans moi. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais, mais voilà, ouais, peut-être qu'on va. Est-ce qu'on conclut avec ça? Bah oui, moi je trouve pas mal. Je trouve ça pas mal. Ok. Bah, alors, on va terminer donc par le petit rituel habituel de fin de podcast où il faut que je dise où est-ce qu'on retrouve ce podcast, alors que, de toute évidence, vous l'avez déjà trouvé. Bah oui. C'est ça qui est fou. Mais non, mais c'est pour que, si jamais vous l'avez écouté en flux RSS, ou si vous l'avez écouté sur Spotify ou sur Deezer, parce que c'est là où on est disponible, sachez que ça existe aussi sur YouTube, et inversement. Voilà. Le plus simple, c'est d'écouter en flux RSS, je trouve, hein. Plus c'est plus pratique, on peut télécharger, on peut écouter quand on veut, mais bon, voilà, peut-être que vous l'avez écouté sur une plateforme, c'est possible. Vous pouvez aussi me suivre, alors, sur Blue Sky. Vous trouverez le lien. Toi aussi, tu es sur Blue Sky. Hein, je mettrai tous les liens dans les notes. Alors, c'est vrai qu'officiellement, je suis encore sur Twitter, Facebook, Instagram, mais j'avoue que j'y vais quasiment plus. Twitter encore un peu, Facebook et Instagram, j'y vais plus du tout. Je me demande même si je vais pas tout simplement désactiver mes comptes. Sur TikTok aussi, il y a un compte Cornelius Enzira sur TikTok que je n'exploite. On a tous essayé, hein. On a tous essayé TikTok. Hein. Puis quand on a vu le vortex que c'était, on s'est tous sauvés. Hein. Ouais, TikTok que j'exploite absolument pas. Je désespère pas de trouver un moyen de. Mais bon, moi qui fais des épisodes extrêmement longs. Moi et TikTok, ça, je sens qu'il y a une incompatibilité de base, mais qui sait, peut-être que je trouverai un jour un truc à faire sur TikTok. Enfin, sachez qu'en tout cas ça existe. Et voilà, tout bon, pareil, hein, je vais mettre tous les liens vers lesquels on peut te retrouver dans les notes de cet épisode. Et puis voilà, est-ce que tu veux rajouter encore une dernière chose? Eh ben, je rajoute que j'adore ton rire. C'est un des trucs, et je te l'ai dit souvent, hein, on s'est vu plusieurs fois in real life. Ouais, c'est vrai, on s'est déjà vu en vrai. Franchement, ouais, ton rire m'éclate. Ça, c'est un des meilleurs rires de la baladosphère française. Bah écoute, voilà, ça sera le mot de la fin. Voilà, d'ici au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les primates. Ciao. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise, pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies, laisse-les là. Et ma boîte à outils, laisse-la aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Laisse tes bijoux, tes machines à sous, pour la fin du monde, pas besoin d'argent. Mon avion, mon képi, laisse-les là. Ma canne et mon fusil, laisse-les aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. N'aie plus peur de rien, tout ira très bien. Pour la fin du monde, viens tout simplement. Viens donc, il est temps. Viens voir enfin l'autre côté de la montagne. Eh oh. Viens voir enfin l'autre côté. On va repartir.
montagne, on t'attend. Mais dans ta valise, une simple chemise pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies, laisse-les là. Et ma boîte à outils, laisse-la aussi. Mon Dieu, tant pis, mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. N'aie plus peur de rien, tout ira très bien. Pour la fin du monde, viens tout simplement. Viens donc, il est temps. Viens voir enfin l'autre côté de la montagne. Eh oh. Viens voir enfin l'autre côté. On va Bon, bah maintenant qu'on a fait tout le podcast avant, on n'a qu'à dire aux auditeuristes que ça y est, c'est fini, quoi. Ils arrivent trop Ouais, tard. ça y est, c'est fini. Ils arrivent trop tard. Ils arrivent trop tard. Pourquoi ils sont pas venus? L'enregistrement est Bah terminé. oui.